Voyager dans le temps se fait les yeux ouverts. Même à 10 000 kilomètres de la ville qui m'a vu naître, le monde est comme un calendrier de l'Avent, avec ses petites portes dissimulées qui donnent sur ma mémoire, souvenirs qui ouvrent sur d'autres souvenirs. C'est une banalité, c'est vrai, mais si facile à oublier. Il suffit de prêter attention. Ainsi la poussière que j'aperçois tantôt dans un rayon oblique. Elle m'apparaît alors telle qu'elle m'apparaissait autrefois, dans cette chambre pas ordinaire, pas celle de tout le monde, que mon père avait entièrement décorée pour moi. De même qu'il avait décoré chaque pièce de notre maison. Et en une seconde, toutes me reviennent, et avec elles les âges, les personnes, les impressions, et leur charge de vie en vagues partiellement superposées, partiellement successives. Enfant, cette poussière formait certains matins de petites galaxies flottantes dans la lumière qui fuitait de mes volets. Celle des grandes vacances d'été en particulier était magique. Adulte, c'est l'illustration de la vie qui brûle du temps, ce feu invisible de nos saisons. Ne se souvient-on que pour ne pas y regarder de trop près et oublier qu'on va mourir? Début 2020, dans la période qui précéda l'entrée en campagne du corona dans sa phase critique, j'ai eu la chance de passer à Cartier une série d'entretiens. J'étais au courant de la marque, j'étais conscient de son prestige, mais je connaissais peu ses produits. Cartier avait tout ce que je recherchais dans une entreprise néanmoins. Une identité, une culture d'excellence, une histoire, une légende. N'ayant pour ma part aucune expérience du luxe, je décidai de me plonger dans leur catalogue et de visiter plusieurs de leurs magasins. Ce fut une conversion. Je tombais sous le charme non seulement du design des modèles de montres et de bijoux de la maison, mais surtout des circonstances dans lesquelles chacun était né. Celles d'Alberto et de la Santos, de Jeanne et de la Panthère, de Louis et de sa tanque, pour ne prendre l'exemple que des montres. Un enfant sait l'importance pour lui de ceux qu'il aime. Un adulte apprend l'importance pour lui de ceux qu'il croyait ne pas aimer. Combien de proches ai-je laissé passer dans ma vie sans me soucier de les connaître? Ces personnes de mon entourage, si lointains même voisins, avec qui il était dicté de se retrouver à l'occasion de tel ou tel événement familial, et avec qui, des années durant, pourtant, j'eus le sentiment de n'avoir rien à partager. À mes yeux, ils ne furent guère plus que des ombres, ceux-là qui étaient les miens, dont certains portaient mon nom, mais dont je serais incapable de dire où j'étais quand j'appris qu'ils n'étaient plus. Pourquoi me manque-t-il aujourd'hui, au point que mes pas semblent parfois hanter leurs pas? Est-il d'autres tarières, propres sentiments enfouis à la mémoire immergée? Si je ne rejoins pas la maison, j'en devins le client quelques mois plus tard, et alors que jusque-là je n'avais presque jamais porté de montre. J'achetai ainsi ma première Cartier, une Tank Solo, à Ginza. Elle avait le double heur de me plaire et de rester relativement accessible. Ma femme s'acheta la sienne, en or, et donc beaucoup plus chère. Jamais nous n'avions claqué autant d'argent. En fait, le charme s'exerçait aussi bien dans le magasin que dans le produit. L'excitation d'en être poussa même ma femme à en acheter une deuxième, cette fois pour sa mère, et d'envisager sans attendre celle que nous offririons un jour à notre fille, à sa majorité, pour ses 20 ans. J'allais pour ma part bientôt en avoir 50, et je commençais à caresser l'idée de marquer mon demi-siècle par un caprice du même genre. Ce n'est pas le temps, c'est la mémoire. Ce n'est pas ce qui s'écoule entre nos doigts, c'est ce peu qui demeure en nous, après qu'on a oublié tout le reste. En embrassant le bouddhisme il y a de ça plusieurs années, je me heurtais à la question de la négation de l'âme. Comment réconcilier que je n'existe pas avec ma conviction d'un au-delà de nos saisons? L'intuition me vint un jour que je me repassais pour la énième fois le chapitre 2 d'un de mes films préférés. Conscient ou inconscient, l'âme serait le rapport à soi. L'identité qu'un ego transitoire se constitue de ce qu'il accepte, décide ou subit de voir et conserver de lui-même, né de son existence et de celle des autres. On considérera donc cette tautologie. Il faut avoir vécu pour avoir une âme. Avoir une âme n'appartient qu'aux vivants. La Santos Dumont est carrée et noire. La mienne en fait, celle que de toutes les versions existantes, j'avais décidé que je voulais pour mes 50 ans.
Cependant, tandis que je l'observais dans le magasin, un instant ce fut comme si je me sentais moi-même observé. Je me retournai pour vérifier, mais non, personne. Autour de moi, les clients s'affairaient à leurs achats et les vendeurs à leurs clients. Je repris mon examen de la Santos et de ces petits détails insignifiants mais qui font le connaisseur. La vendeuse qui se tenait devant moi me faisait pendant ce temps la conversation, avec des remarques ici et là. Un bavardage standard, mais elle était charmante. Mon trouble me revint pourtant, je le devinais chatouillant mes sens, et Kune s'infiltrait une nouvelle fois en moi. Il s'en dégageait de la solitude, de la nostalgie, mais pas de tristesse, comme lorsque la mémoire nous souffle le manque qui suit la perte et la joie du souvenir heureux qui est associé, en même temps. J'identifiais dans mon trouble la familiarité d'un moment, mais que je n'expliquais pas. Le déjà-vu d'une vie qui n'aurait pas été la mienne. Je baissai la tête, ne détachant plus les yeux de longues minutes des aiguilles blanches et noires, l'une prisonnière en apparence, l'autre fugitive dans leur course captive. À elles deux, elles résumaient ma frustration de ne pouvoir réconcilier une sensation et le souvenir qui depuis plusieurs minutes, déjà, ne cessait de se dérober. Un coup d'œil à la décoration du magasin, à la montre. La mémoire volontaire n'y ferait rien. Ce nœud gordien, je comprenais que seule une intuition née du hasard saurait le trancher. Devant mon silence, et sans doute craintive de rater une vente si elle n'intervenait pas, la vendeuse entreprit de me refaire l'histoire de la Santos. Alors que Cartier a signé la première montre d'aviateur, lui répondis-je, c'est curieux qu'il n'ait pas continué dans cette veine. Je serais curieux de voir à quoi ressemblerait aujourd'hui une version actualisée. Je me souviens de celle que mon père avait, pas une Cartier, mais d'après lui une vraie montre de pilote. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Cette montre que je tenais entre mes mains, pour laquelle, sans me priver, j'étais prêt à dépenser une somme conséquente, c'était la montre dont sa vie durant mon père avait en vain rêvé. Une montre d'aviateur. Une montre carrée et noire. Il en parlait souvent. Je doute qu'il l'ait jamais sérieusement cherchée. Et même s'il l'avait trouvée, il n'en aurait jamais eu les moyens. Une montre d'aviateur, il en avait bien une. Cassée, irréparable, mais qu'il paradait à son poignet malgré tout. Durant les repas entre amis, elle lui permettait d'engager le sujet de sa véritable passion, et d'affirmer que, s'il l'avait voulu, il aurait pu devenir pilote. Un soir du début des années 80, ma mère lui en offre une nouvelle, pour son anniversaire. Nous sommes à table, et dès le départ, l'ambiance est atroce. Les clients se faisaient rares alors, les problèmes financiers s'accumulaient, et il n'appartenait qu'à elle de leur trouver une solution. Lui ne voulait entendre parler de rien. Il reçoit son cadeau, inspecte, puis d'une voix glacée le lui retourne. Tu sais bien que je n'aime que les montres carrées et noires. Silence. Je le vois, lui, à ma gauche, en bout de table, trônant. Je ne vois pas le visage de ma mère. Ce n'est plus de l'hostilité, c'est de la haine. Quelques années plus tard, je dois avoir 12 ans, au cours d'une soirée familiale, mon père nous redéroule la ritournelle de sa frustration face au manque de tact et de sensibilité de sa femme. Et c'est là que je profite de cet épisode de la montre pour lui rafraîchir très tranquillement la mémoire devant toute la famille. Pas de réponse. Mon père se contenta de baisser les yeux, tandis que, prenant l'assemblée à témoin, je continuais d'un air posé à remuer dans sa plaie mon couteau. Sans sadisme d'ailleurs, même si j'ai toujours aimé le caractère tranchant de la vérité quand elle est indéniable. Lorsque peu après nous fûmes de retour chez nous, mon père qui conduisait dut s'absenter un instant du volant pour ouvrir la barrière de notre jardin. Tu ne dis plus rien ce soir. Ton père pleure, me dit ma mère. Sans le savoir, j'avais trouvé mon style. Jacques, qui fut mon père, toi qui jeune encore devins si vieux, toute ta vie tu restas un enfant. Tant d'années s'écoulèrent après que je m'en aperçus et que j'avais cessé moi-même de l'être, qu'avec le recul l'homme mûr que je suis aujourd'hui hésite parfois à t'appeler papa. Quelle âme était la tienne?
Quelle image pathétique toute ta vie dans cet autoportrait trop fragile pour supporter la lumière et s'exposer jamais. Et paradoxalement, quelle impatience inconsciente chaque fois que quelqu'un croisait ton chemin de te mettre à nu. De toi, j'ai hérité une sensibilité puissante et la force de l'intuition. Des qualités bien réelles, utiles en leur contexte, c'est vrai, mais qui, non maîtrisées, font moins les adultes réfléchis que les écorchés vifs, déboussolés en société et inadaptés professionnellement. Et c'est là que nos chemins divergent. Au contraire de toi, je parvins à m'apaiser. Un processus qui sembla ne jamais devoir finir, mais dont j'allais au tournant de la trentaine sortir par une autre voie. Ainsi, dès l'adolescence, grâce à mes lectures, j'ai longtemps su chacune des choses qui devaient m'arriver. Si je ne pouvais les éviter, du moins j'eus toujours la capacité, et un jour la maturité, d'en tirer ensuite un apprentissage. Mais toi, jusqu'à la fin, que compris-tu et qu'appris-tu de ta vie, vraiment? La dernière fois que nous nous vîmes, un geste fragile, tu m'avais invité à venir m'asseoir à côté de toi dans ta chambre. Tous les deux sur le bord de ton lit, le regard vers la fenêtre, nous demeurâmes en silence. J'allais repartir pour le Canada le lendemain, te séparer une fois de plus de ta petite fille, celle qui avait été ton rayon de soleil depuis 3 ans. Malgré ta perte de la parole, tu cherchas à me parler. Pressentais-tu, savais-tu que ce serait la dernière fois? Rien d'intelligible ne sortit de ta bouche, en dépit de tes efforts et des miens pour te comprendre. Je revois alors l'affaissement de tes épaules et l'expression moins de ton agacement que de ton brusque désarroi. Quand dans un rebond tout aussi soudain, tu redressas tes épaules, tu relevas la tête, tu gonflas ta poitrine, et le front haut, le doigt césarien, tu pointas pour moi tout ce qui nous entourait, de la maison au jardin, le projet de toute une vie. Jacques, vous ne la finirez jamais votre maison, t'avait dit ta belle-mère des années auparavant, et tu ne lui avais jamais plus adressé la parole. Ce n'était pas une attaque personnelle, juste un appel à la raison. Mais à quoi bon la raison quand le réel n'est pas acceptable? Le seul rapport que tu entretins jamais avec lui, ce fut de crier à qui voulait bien l'entendre que le réel n'était pas juste. Avec ses allures d'énormes bâtisses pourtant, sa flèche à 17 mètres et son parc en guise de jardin, lesquels impliquaient une lutte sans fin contre le temps qui passe et qui se fait, ta maison, bien sûr que tu ne pouvais pas la finir. Mais ce n'était pas ton but. Celui-ci se révélait en réalité tout entier dans la façon dont tu en parlais. Je vais la réussir, ma maison. Je vais la réussir. Et tu l'as réussi, en effet, pendant quelques années, jusqu'à ce que son état se dégradât à nouveau au fur et à mesure que déclinèrent tes forces. Peu importe, c'était ta maison, c'était ta réussite, celle dont tu m'enjoignais ainsi de faire devant toi le constat, et de marquer d'un saut définitif en ramenant ton index vers toi pour le taper 3 fois sur ta poitrine. Peut-être avais-tu besoin de cela pour partir en paix finalement. Quoique sur le moment je n'en laissais rien paraître, je me souviens très bien de ma stupéfaction. Sous ce vieillard amaigri, affaibli, fragile au point qu'un coup de vent lui emportait, Jacques demeurait là, enfoui mais bien vivant. Le Jacques d'autrefois et de toujours, insupportable, effrayé, borné, tempétant, injuste, possessif. Dans un ultime effort, son ego s'était hissé pour émerger tout d'un coup une dernière fois, intact des profondeurs. J'interprétai son geste aussitôt. Tout cela, c'est toi qui l'as fait, lui dis-je. Il hocha la tête en signe d'approbation, de cet air autoritaire dont il s'était fait un bouclier. Puis l'apparition se dissipa aussi vite, la silhouette s'abattit, l'ombre qui le possédait reprit sa place à côté de moi sur le bord de son lit. L'ego carcéral, dont toute son existence mon père était demeuré captif, était reparti. Pas plus à cet instant qu'autrefois, Jacques n'avait eu la force de lui échapper. Nous demeurâmes ainsi tous les deux, seuls, avant que ce qui restait de mon père me fît signe de le laisser là pour qu'il puisse dormir. Il s'éteint définitivement 5 jours après. Lorsque je me retourne sur notre histoire,
et malgré la violence des sentiments qu'il put susciter autrefois, ne jamais l'avoir haï est un soulagement. Bien des gens, après tout, cèdent à la tentation de faire du mal qui les ronge le foyer dans lequel ils se forgent leur âme, qui par lâcheté, qui par perversité, doloriste ou narcissique. Jacques, au contraire, fut le fruit, très tôt, trop tôt, d'un traumatisme initiatique, et non pas simplement l'exemple parmi tant d'autres d'un mauvais usage de soi. La souffrance, la colère, alimentée par la peur de l'abandon et de sa propre faiblesse, avaient grandi pour prendre possession de lui comme une scoliose. Mais cela devint son âme, que je choisis un jour de reconnaître comme mienne en son tout, pour mieux la revendiquer en partie. Il le fallait pour devenir plus mûr, plus fort, pour devenir un homme, l'homme que mon père n'avait jamais pu être. À moins bien sûr que je le fusse devenu d'abord précisément pour lui réclamer cette mémoire partagée comme mon dû ensuite. Son âme noire et carrée, si précieuse, si terrible.